Bon, bonjour à tous, merci d'être là. On est filmé aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a un peu ces pratiques techniques, nous, pas vous. Mais voilà, l'idée étant de pouvoir retranscrire, que la vidéo soit accessible après en ligne pour les personnes qui n'ont peut-être pas pu être là aujourd'hui. Voilà, on est ravis du nombre de personnes qui sont venues. Juste un petit peu de pub pour les questionnaires qui vous ont été remis normalement à l'entrée. Vous savez, ça fait, voilà, on commence un peu ces conférences sur l'hormonothérapie. Il y en a déjà eu quelques-unes et le but c'est de le pérenniser, mais aussi d'adapter éventuellement à vos remarques, aux questions ou éventuellement aux thèmes qu'on n'aborde pas encore. Donc merci de les remplir et de les redonner en repartant pour voilà, nous aider à adapter au mieux. Donc aujourd'hui, on va parler de nutrition. Donc moi je m'appelle Sophie Franck, je suis gynécologue médicale et je travaille à la fois dans le service d'oncologie et d'oncogénétique ici à Curie. L'idée étant de faire une présentation en deux temps, c'est-à-dire que moi je vous présente une petite partie un peu sur l'hormonothérapie, un peu des généralités, et puis Carole va nous parler après un petit peu plus spécifiquement de nutrition. Et puis on a fait des petits topos assez courts, c'est intentionnel pour qu'après il y ait pas mal de place aux questions derrière. Voilà. Alors voilà quelques généralités dans l'hormonothérapie. Rapidement, voilà, qu'est-ce qu'un cancer hormonodépendant? Qu'est-ce que l'hormonothérapie du coup? Quand est-ce qu'on le prescrit? Quel est l'intérêt? Et puis quels effets secondaires? Donc un cancer hormonodépendant, c'est la majorité des cancers du sein, c'est à peu près 75 à 80% des cancers du sein, et c'est défini par l'expression des récepteurs aux hormones, qui sont donc des récepteurs soit à l'œstrogène, soit à la progestérone, qui sont exprimés sur la surface de la cellule du cancer du sein. Il y a une définition qui est en gros d'une expression supérieure à 10% des cellules. J'ai mis entre parenthèses 1%, ce qui a un petit peu des variations en fonction des pays dans la définition des cancers hormonodépendants, mais en France, nous, on utilise 10%. Et l'idée, c'est que du coup, les hormones, l'œstrogène et la progestérone, quand ils viennent se fixer sur ce récepteur qui est donc sur la cellule du cancer du sein, va favoriser la croissance tumorale. C'est comme de l'alimentation pour la cellule cancéreuse. Et donc l'idée de l'hormonothérapie, c'est d'empêcher l'action stimulante de ces hormones sur les cellules cancéreuses, dans l'idée de pouvoir mieux contrôler le cancer. J'ai mis un petit bémol, s'il y a souvent une confusion entre le traitement hormonal où on va aller donner des hormones comme on fait par exemple après la ménopause dans le traitement hormonal substitutif, et l'hormonothérapie, en fait c'est un terme un petit peu trompeur, c'est plutôt des anti-hormones, c'est-à-dire que le but c'est de bloquer l'action des hormones sur les cellules du cancer du sein. Donc voilà, ça c'est souvent une petite confusion qu'il y a sur le terme de l'hormonothérapie. Alors, un petit peu de mécanisme, ça c'est le fonctionnement dans le corps de la sécrétion des hormones naturellement. Et on va voir, du coup, le traitement, l'hormonothérapie va cibler différents endroits. Donc naturellement, le signal de déclenchement de la sécrétion des hormones d'œstrogène et de progestérone est fait par l'hypothalamus et l'hypophyse, donc ils sont au niveau cérébral, pour stimuler soit les ovaires pour les femmes non ménopausées, et également les surrénales qui vont fonctionner qu'on soit ménopausé ou non. Et puis ça synthétise des œstrogènes circulants qui vont potentiellement aller stimuler la cellule cancéreuse, ou passer par une autre voie si on a des surrénales, et utiliser en particulier une enzyme qui s'appelle l'aromatase, qui va transformer les androgènes qui sont d'autres hormones qui sont sécrétées naturellement par la surrénale pour les transformer en œstrogènes et de nouveau pouvoir stimuler éventuellement la cellule cancéreuse. Donc dans les traitements qu'on a à notre disposition, on peut bloquer éventuellement en haut, donc ça s'appelle des analogues ou des agonistes de la LHRH, qui vont bloquer le signal entre l'hypothalamus et l'hypophyse. On peut directement bloquer les ovaires, donc avec une ablation chirurgicale, ça c'est en pratique clinique quelque chose qu'on fait plus beaucoup, qu'on a fait par le passé, on faisait même de la radiothérapie dans ce but-là, mais qui est plus trop d'actualité, en tout cas c'est pas l'indication principale de ça. On peut aller bloquer cette fameuse aromatase pour empêcher que ça devienne des œstrogènes. Ça ne marche, vous le comprenez, que chez les femmes ménopausées, puisque s'il y a aussi le fonctionnement où les ovaires fonctionnent chez les femmes non ménopausées, du coup, si on bloque juste cette partie-là, c'est pas suffisant. Donc ça ne marche que chez les femmes ménopausées. Et puis dernier groupe, on va directement aller bloquer le récepteur aux œstrogènes sur la cellule, donc en l'occurrence là la cellule tumorale, avec par exemple le tamoxifène qui va donc là marcher quel que soit le statut de la ménopause. Alors, à quelles patientes on prescrit de l'hormonothérapie? Donc globalement, toutes les patientes qui ont un cancer du sein qui expriment les récepteurs aux œstrogènes. Avec le seul petit bémol, quand il y a des toutes petites tumeurs,
Moins de 5 mm, parfois moins de 10, on peut en discuter en prenant en compte d'autres facteurs. Mais globalement, sinon, toutes les autres patientes avec un cancer hormonodépendant vont avoir une indication d'hormonothérapie. Quand est-ce qu'elle débute? Généralement, c'est le dernier traitement dans la séquence thérapeutique. Donc, s'il y a une indication de chimio ou de radiothérapie, ça va se placer avant et l'hormonothérapie va arriver tout à la fin. Voilà, donc vous avez compris, on est obligé de prendre en compte le statut de la ménopause pour indiquer quel type de traitement d'hormonothérapie on va prescrire, parce que dans le mécanisme d'action, on ne peut pas prendre les mêmes molécules. Donc pour les femmes non ménopausées, à gauche, la référence, c'est le tamoxifène. Et la durée de référence, c'est 5 ans. Et puis après, il y a plein de bémols, parce qu'on a fait plein d'études pour essayer de calibrer au mieux l'hormonothérapie en fonction des patientes. On peut discuter d'ajouter un agoniste de la LHRH, donc ce fameux traitement qui bloque le signal entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Et puis on peut éventuellement discuter de prolonger à 10 ans. Donc ça va être décidé en fonction des caractéristiques initiales de la tumeur. C'est une discussion avec l'oncologue ou le radiothérapeute qui prescrit. Et puis chez les femmes ménopausées, la référence, c'est les inhibiteurs de l'aromatase, qu'on prescrit en référence pareil pendant 5 ans, avec cette même possibilité de prolongation à 7 voire 10 ans. On fait parfois ce qu'on appelle un schéma séquentiel. Donc, par exemple, on commence par le tamoxifène, on finit par des inhibiteurs de l'aromatase. On a aussi des études qui avaient fait ça. Et puis, il y a toujours, bien sûr, le tamoxifène. Donc, comme on l'a vu, il marche aussi si les patientes sont ménopausées. Et donc, il y a parfois les patientes qui ont des contre-indications ou une intolérance aux inhibiteurs de l'aromatase. On peut parfois repasser au tamoxifène. Voilà, j'ai mis un petit bémol pour le tamoxifène sur les interactions médicamenteuses. Il y a une certaine interaction avec des antidépresseurs dont il faut parfois faire attention, qui peuvent diminuer l'action du tamoxifène. Voilà, alors après, quel est l'intérêt? Alors il y a 2 diapos là-dessus, parce que c'était 2 manières de le représenter. Le tamoxifène en particulier, parce que c'est notre plus vieux médicament, donc pendant très longtemps c'était le seul qu'on avait, qu'on donnait donc à toutes les patientes ménopausées ou non, puisque c'était le seul traitement anti-hormonal. Ça diminue le risque de récidive à peu près de 40% par rapport aux patientes qui ne prenaient pas d'hormonothérapie dans les cancers RE+, et on a aussi une diminution de la mortalité. C'est un bénéfice qui existe pendant la prise du traitement et qui se prolonge en fait après. Et il y a encore 10 ans après la prise du traitement, donc 15 ans après le début du tamoxifène, encore un bénéfice du tamoxifène. Et puis pour les anti-aromatases, comme c'est un traitement qui est plus nouveau, il a été comparé en fait au tamoxifène. Donc là encore, chez les femmes ménopausées, pour le coup parce que ça marche que chez les femmes ménopausées, on diminue le risque de récidive encore de 20% par rapport au tamoxifène. Alors, une autre manière de le représenter, comme c'est comme ça, c'est une histoire de risque relatif. Donc, le bénéfice qu'on en a, il dépend du risque de rechute qu'on a initialement. Et donc, si on ajoute le tamoxifène, on diminue de 40% par rapport au risque initial. Si c'est des anti-aromatases, on rajoute encore 20%. Et puis, si on prolonge le traitement, on gagne encore un petit peu. Donc, l'idée de toutes ces articulations et des modifications qu'on a fait au fil des années sur l'indication de l'hormonothérapie, c'est pour ça. C'est à chaque fois essayer de gagner un petit peu plus sur la diminution du risque de récidive. Voilà, quels effets secondaires? Alors, il y en a forcément, comme c'est des groupes de molécules un petit peu différents, des effets secondaires différents. Il y en a beaucoup. J'ai mis après une petite capture d'écran des notices. Si vous les regardez, c'est un peu le parchemin. Mais en pratique clinique courante, c'est ça qui nous occupe beaucoup. Pour le tamoxifène, les bouffées de chaleur, les troubles du cycle. Ça peut augmenter un petit peu les pertes vaginales et puis on est très vigilant aux accidents thrombotiques, donc c'est embolie pulmonaire, phlébite, parce que ça augmente ce risque-là. Donc on va être prudent chez les femmes qui ont déjà un antécédent de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Il a été décrit une petite augmentation du risque du cancer de l'endomètre, qui est vraiment un cancer, une augmentation qui est très faible. Ça reste assez exceptionnel et surtout on va être vigilant s'il y a des troubles du cycle, c'est ça qui va être le point d'appel pour ça. Et parfois quelques troubles oculaires. Pour les inhibiteurs de l'aromatase, ce qui nous occupe beaucoup, c'est les bouffées de chaleur, également, ça fait partie des effets. Les troubles de l'humeur, ça a été décrit. Et puis les arthralgies, les douleurs articulaires, ça fait partie aussi des effets secondaires très fréquents. On va être vigilant aussi à la minéralisation osseuse, ça accélère un petit peu la perte osseuse qu'on a naturellement avec l'âge, donc on fait souvent un bilan avec une ostéodensitométrie au départ. Et puis ça peut faire monter le cholestérol, donc ça aussi, ça va faire partie de nos surveillances. Bon, après, dans les choses qui peuvent être associées à l'hormonothérapie, dans les 2 cas, qui sont souvent aussi associés peut-être à plein d'autres choses, souvent parfois au traitement antérieur, par exemple la chimio, la prise de poids, ça a été décrit, la fatigue, les problèmes de mémoire, bon, sans forcément toujours pouvoir trouver la vraie cause de tout ça, mais c'est souvent probablement une conjonction de plusieurs choses. Voilà, donc ça c'est pour les grandes lignes, et puis après, si on regarde les notices, ça donne ça, il y a plein de choses qui ont été décrites.
Après, c'est comme dans tous les traitements, c'est toujours un rapport entre le bénéfice qu'on attend du traitement et le risque qu'on prend des effets secondaires. Donc si on le prescrit dans le cancer du sein, c'est que bien sûr il y a des effets secondaires, on sait qu'on ne prescrit pas un placebo, mais il y a un bénéfice sur la diminution du risque de récidive. Et après, tout le jeu, ça va être essayer de gérer les effets secondaires pour que la tolérance soit acceptable pendant les 5 voire 10 ans de traitement.